Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée au Canada. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Shannon Madill est née en 1989 en Alberta, au Canada. Elle était la plus jeune des 4 enfants de la famille Madill. Dès son plus jeune âge, Shannon adorait être au centre de l'attention et montrait une créativité débordante. Sa passion pour les performances s'est manifestée très tôt. Elle aimait se produire avec un microphone et chanter au karaoké, captivant ainsi son entourage. Enfant, elle organisait déjà de petits spectacles, et au fil de ses années d'école, elle a révélé un véritable talent pour la comédie. Naturellement charismatique, Shannon était populaire et très dynamique au sein de sa classe, se démarquant par son énergie et son enthousiasme. Vers la fin de ses années scolaires, elle avait appris à jouer de pas moins de 15 instruments de musique, un exploit qui reflétait non seulement sa détermination, mais aussi sa polyvalence musicale. Shannon était une jeune fille incroyablement active, déterminée et talentueuse. Bien qu'elle puisse parfois se montrer un peu impulsive, elle savait rapidement retrouver son calme et sa bonne humeur, ce qui la rendait très agréable à côtoyer. Ses multiples talents et sa personnalité charmante faisaient d'elle une personne aimée de tous, pleine de potentiel et d'ambition pour l'avenir. Après avoir terminé l'école secondaire, Shannon s'est inscrite à l'université, mais elle n'a pas terminé ses études, choisissant plutôt de suivre sa véritable passion, l'art dramatique. Ce choix a marqué le début d'une période difficile pour elle. En quittant l'université, Shannon a pris un risque qui pouvait potentiellement nuire à son avenir, mais elle était convaincue que sa réussite se trouvait dans le monde du cinéma et de la comédie. Elle était déterminée à faire carrière dans l'industrie du divertissement, malgré les obstacles. Shannon a alors commencé à consacrer ses journées à participer à divers castings et entretiens. Elle mettait tout son cœur et toute son énergie dans ses auditions, espérant décrocher un rôle qui lancerait sa carrière. Cependant, le chemin s'est avéré semé d'embûches, les refus se sont accumulés et Shannon a dû faire face à la dure réalité de la compétition féroce dans l'industrie du cinéma. Chaque rejet était un coup dur, mais elle s'accrochait à son rêve avec persévérance, convaincue que sa chance finirait par tourner. Ses échecs ne signifiaient pas que Shannon était une mauvaise actrice. Au contraire, ses talents étaient indéniables. Le parcours d'un acteur est souvent semé d'embûches, et même les plus talentueux peuvent mettre des années avant de percer. Shannon a fait face à ce défi avec courage et détermination. Malgré les refus répétés, elle n'a jamais baissé les bras, sachant que la persévérance était essentielle dans ce milieu compétitif. Heureusement, la chance l'a également accompagnée durant cette période difficile. Shannon a su se démarquer en trouvant sa voie dans le stand-up, un genre où son charisme et son sens de l'humour ont brillé. Sur scène, elle captait l'attention du public avec sa présence unique et sa capacité à faire rire les gens. Grâce à ses performances en stand-up, Shannon a réussi à se faire un nom et à gagner en popularité. Ce succès lui a ouvert de nouvelles portes et a renforcé sa confiance en elle, prouvant que malgré les défis, elle avait bel et bien sa place dans le monde du spectacle. En 2010, à l'âge de 21 ans, Shannon a décidé de se détendre en allant à une fête avec des amis, une soirée qui allait changer le cours de sa vie. C'est lors de cet événement qu'elle a rencontré Joshua Burgess. Dès le début, Shannon et Joshua ont longuement discuté, et une histoire d'amour est rapidement née entre eux. Bien que Joshua soit en grande partie l'opposé de Shannon, ils ont immédiatement trouvé un terrain d'entente, et leurs différences se sont révélées être une force, leur permettant de s'équilibrer mutuellement. Le couple aimait passer du temps ensemble de manière simple et agréable, en regardant la télévision ou en jouant à des jeux vidéo, des activités qui renforçaient leurs liens. En réalité, leurs intérêts communs allaient bien au-delà de ces passe-temps, et cette complicité leur donnait l'impression d'être parfaitement compatibles. Shannon et Joshua semblaient former un couple idéal, profitant de leurs différences pour enrichir leur relation tout en partageant des moments de bonheur quotidien. Leur amour et leur complicité les faisaient rayonner, laissant croire à tous qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ainsi, après 4 ans de relation,
Shannon et Joshua ont décidé de se marier. Une décision qui a été prise aussi soudainement que beaucoup d'autres dans la vie des jeunes amoureux. En mai 2014, ils ont spontanément choisi de franchir cette nouvelle étape, motivés par l'élan de leur amour. Shannon, avec son énergie débordante, s'est plongée dans les préparatifs de la célébration, organisant chaque détail avec enthousiasme. Joshua, de son côté, a activement soutenu sa future épouse, partageant avec elle l'excitation et le bonheur de ce moment spécial. La fête de leur mariage s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, entourée de leurs proches et amis. Les membres de la famille étaient ravis pour le couple, heureux de voir Shannon si épanouie. Elle n'avait jamais paru aussi heureuse, rayonnant de bonheur aux côtés de Joshua. Ce mariage, né d'une décision spontanée et joyeuse, semblait sceller un avenir prometteur pour le couple, entouré de l'affection et du soutien de leurs proches. Après leur mariage, Shannon a redoublé d'efforts pour réussir en tant qu'actrice. Elle assistait à de plus en plus d'auditions, certaines se déroulant à Edmonton, une ville située à environ 3 heures de route au nord de Calgary, où elle vivait désormais avec Joshua. Après leur mariage, elle avait emménagé dans la maison de Joshua, ce qui signifiait qu'elle passait de longues heures sur la route, allant et revenant d'Edmonton pour poursuivre ses ambitions. Malgré les défis logistiques, Shannon a commencé à connaître un certain succès. Elle a réussi à décrocher divers rôles, participant à des émissions de télévision, enregistrant des livres audio et jouant dans des pièces de théâtre. Shannon se sentait sur la bonne voie et disait souvent qu'un grand succès l'attendait à Edmonton. Elle était convaincue que cette ville lui offrirait l'opportunité dont elle avait toujours rêvé. Sa détermination et sa persévérance la poussaient à continuer, et chaque audition, chaque projet la rapprochait un peu plus de son objectif. Pour Shannon, Edmonton représentait bien plus qu'un lieu de travail. C'était le symbole de ses aspirations et de l'avenir brillant qu'elle espérait atteindre. Le 26 novembre 2014, Shannon, âgée de 25 ans, a eu une conversation téléphonique avec son frère aîné, Brett, pour organiser une rencontre au théâtre de Calgary. Shannon était enthousiaste, car elle venait de participer à une audition réussie et avait été invitée à monter sur scène, marquant une autre étape importante dans la réalisation de ses rêves. Tout semblait se mettre en place pour elle, et cet événement représentait une avancée majeure dans sa carrière. Cependant, malgré leur accord, Brett a été surpris de ne pas trouver Shannon au théâtre. Ce qui au début semblait être un simple retard s'est rapidement transformé en quelque chose de plus inquiétant. Brett a attendu sa sœur pendant un long moment, se disant que Shannon, parfois un peu insouciante, avait peut-être perdu la notion du temps. Mais il savait aussi que cet événement, sur lequel elle avait travaillé si dur pendant des années, ne pouvait pas lui sortir de l'esprit si facilement. L'absence prolongée de Shannon et l'incapacité de son frère à la joindre par téléphone commençaient à le rendre de plus en plus anxieux. Il a essayé de la contacter à plusieurs reprises, mais Shannon ne répondait ni aux appels ni aux messages. Inquiet, Brett a finalement décidé de rentrer chez lui, mais le malaise persistant ne le quittait pas. Il avait tenté de joindre Shannon dès le matin avant de quitter sa maison pour le théâtre, mais elle n'avait déjà pas répondu à ce moment-là. Ce qui paraissait d'abord être un simple contretemps prenait des allures beaucoup plus sinistres, laissant Brett dans l'angoisse face à l'inexplicable absence de sa sœur. Une fois rentré chez lui, Brett, de plus en plus inquiet, a contacté ses parents pour leur faire part de la disparition inexpliquée de Shannon. Eux non plus ne comprenaient pas ce qui se passait. Sa mère a supposé que Shannon avait peut-être modifié son rythme de vie, comme cela arrivait parfois lorsqu'elle participait à des événements nocturnes. Dans ces moments-là, Shannon avait tendance à dormir le jour, et il lui fallait un certain temps pour retrouver un rythme normal. Cependant, cette explication paraissait peu probable. Shannon ne se serait pas simplement déconnectée de tout, surtout pas de son téléphone, car elle devait rester joignable en permanence pour ne pas manquer une opportunité professionnelle importante. Pour se rassurer, sa mère s'est dit que peut-être Shannon s'était réveillée tardivement, avait réalisé qu'elle avait manqué le rendez-vous important avec son frère et, par honte, avait décidé de ne pas rappeler. Espérant dissiper ses inquiétudes, elle a laissé un message vocal sur le téléphone de Shannon, lui disant qu'elle n'était pas en colère et lui demandant simplement de donner signe de vie pour dire que tout allait bien. Malheureusement, ce message est resté sans réponse, ce qui a amplifié le sentiment que quelque chose n'allait pas.
Face à l'absence de nouvelles de Shannon, ses proches ont ressenti que la situation devenait de plus en plus inquiétante. Ils ont donc décidé de se rendre à la police pour signaler sa disparition. Les parents de Shannon, accompagnés de son mari Joshua, ont expliqué la situation aux autorités et ont demandé leur aide pour retrouver la jeune femme. Ils craignaient qu'elle ait pu avoir un accident en rentrant à Edmonton ou qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Cette mobilisation rapide de la famille pour alerter les autorités montrait à quel point la disparition de Shannon était inhabituelle et inquiétante. La situation exigeait une intervention immédiate, car chacun sentait que cette absence prolongée et inexpliquée cachait quelque chose de bien plus grave qu'un simple malentendu ou une erreur de communication. Initialement, la police a réagi de manière assez passive à la disparition de Shannon, mais après de brèves négociations avec sa famille, les autorités ont décidé de s'impliquer plus sérieusement et ont finalement lancé une opération de recherche. Les premiers efforts ont consisté à vérifier les hôpitaux de la région, mais aucun incident lié à des accidents impliquant Shannon n'avait été enregistré ce jour-là. Les jours suivants ont plongé la famille de Shannon dans une attente angoissante, cherchant désespérément des nouvelles, peu importe lesquelles. Les recherches n'ont cependant rien donné. Shannon n'avait effectué aucun achat, n'avait pas utilisé sa carte bancaire et sa voiture n'avait été repérée nulle part. Elle semblait s'être évaporée. De plus, Shannon n'avait pas mis à jour ses pages de réseaux sociaux où elle avait l'habitude de partager régulièrement ses succès et ses échecs dans le domaine du cinéma. Ce silence numérique était particulièrement alarmant pour ses proches, car il ne ressemblait pas du tout à son comportement habituel. De manière inattendue, quelques jours après le début des recherches, Joshua, le mari de Shannon, a informé les policiers qu'il avait retrouvé le téléphone portable de Shannon dans la maison, dissimulé dans la poche d'un de ses pantalons. En outre, il a réussi à localiser sa voiture. Joshua a remis à la police le téléphone et les clés de la voiture de Shannon. Les autorités ont examiné ces éléments, mais rien de suspect n'a été trouvé à première vue. Cette découverte n'a fait qu'ajouter à la confusion et au mystère entourant la disparition de Shannon. Pourquoi son téléphone se trouvait-il à la maison alors qu'elle devait se rendre à un rendez-vous important? Et comment sa voiture avait-elle pu disparaître sans laisser de traces avant d'être retrouvée par son mari? Pour les proches de Shannon et les enquêteurs, ces éléments soulignaient l'étrangeté de l'affaire, laissant de nombreuses questions sans réponse sur ce qui avait bien pu arriver à Shannon. L'enquête sur la disparition de Shannon n'avait guère progressé, et l'angoisse de sa famille s'intensifiait au fil des jours. 2 semaines s'étaient écoulées sans la moindre nouvelle, jusqu'à ce que la police découvre plusieurs photos inquiétantes. Ces clichés montraient une jeune fille avec des cheveux roux vifs qui cachaient son visage et avait été trouvée attachée à des arbres dans un parc de la ville de Calgary. Bien que l'identité de la jeune fille sur les photos ne puisse pas être confirmée avec certitude, les similitudes avec Shannon étaient frappantes, notamment en raison de ses cheveux distinctifs. L'atmosphère s'est alourdie, et la découverte de ces images a donné l'impression que le coupable se jouait des enquêteurs, les narguant avec ces indices énigmatiques. Face à ces découvertes, les autorités ont décidé de lancer une fouille approfondie du parc Big Creek, l'un des plus vastes parcs du Canada. Plusieurs équipes de recherche ont été mobilisées, incluant des policiers, des volontaires, ainsi que des membres de la famille de Shannon, y compris son mari Joshua, tous déterminés à participer activement aux recherches. Des chiens spécialement entraînés ont été déployés pour détecter des traces et un hélicoptère de sauvetage a survolé la zone pour tenter de repérer quelque chose de suspect depuis les airs. Pendant 2 jours, les efforts se sont intensifiés pour couvrir une vaste étendue du parc. Cependant, malgré les ressources considérables engagées, ces recherches se sont avérées infructueuses. Les photos, qui avaient initialement semblé être un sinistre indice, se sont révélées faire partie d'un projet artistique réalisé par des étudiants d'un collège local. En apprenant que leurs photos avaient été mal interprétées comme des indices concernant la disparition de Shannon, les étudiants se sont immédiatement rendus à la police pour signaler l'erreur, espérant dissiper toute confusion. Cette révélation a été un coup dur pour les proches de Shannon, qui avaient nourri un espoir fragile de trouver des réponses. La mère, le père et Joshua avaient attendu avec anxiété pendant ces jours de recherche intense, mais à nouveau, leur espoir était suspendu dans l'incertitude. La question la plus déchirante demeurait:
Si Shannon était retrouvée, serait-elle vivante? Et dans quel état? Et si elle ne l'était pas, comment pourrait-il surmonter cette tragédie? Pour la famille et les amis de Shannon, chaque journée sans réponse ajoutait à la douleur et à l'incertitude d'un futur sans elle. La version d'un enlèvement de Shannon semblait de plus en plus improbable. Personne n'avait demandé de rançon et aucun contact n'avait été établi avec la famille, ce qui laissait penser que cette piste n'était pas la bonne. Pourtant, malgré l'évidence, les proches de Shannon refusaient d'abandonner l'espoir, inventant diverses hypothèses pour expliquer sa disparition, sans vouloir admettre que les chances de retrouver Shannon vivante s'amenuisaient chaque jour. Puis, Joshua, le mari de Shannon, a partagé avec la police un événement jusqu'alors inconnu de tous. Selon Joshua, après plusieurs années d'échecs dans sa carrière d'actrice, Shannon avait traversé une période particulièrement sombre. Un soir, elle l'avait appelé en larmes, avouant qu'elle envisageait de sauter d'un pont. Cet épisode avait eu lieu après un énième échec à un casting pour un rôle dans une série télévisée qui comptait énormément pour elle. Heureusement, cette crise nerveuse s'était apaisée et Shannon avait réussi à surmonter ce moment difficile. Le récit de Joshua a poussé les enquêteurs à envisager sérieusement l'hypothèse du suicide. La ville et ses environs comptaient plusieurs ponts importants, et il était possible que Shannon ait revisité son idée de mettre fin à ses jours en sautant d'un pont pour se noyer. Les autorités, accompagnées de plongeurs, ont donc vérifié minutieusement les plans d'eau de la région, cherchant désespérément des indices pouvant conduire à Shannon. Malgré ces efforts intensifs, aucune trace d'elle n'a été trouvée. Les équipes de recherche ont exploré toutes les rives des rivières, sur plusieurs kilomètres dans chaque direction, mais les résultats sont restés vains, replongeant l'enquête dans une impasse. En mai 2015, presque 6 mois après la disparition de Shannon, la situation demeurait inchangée. Aucune nouvelle, aucun signe de vie et aucun indice concluant. À ce stade, les enquêteurs commençaient à considérer Shannon comme probablement décédée, mais ils ont choisi de ne pas informer la famille pour éviter de les traumatiser davantage. L'incertitude persistante pesait lourdement sur ses proches, pour qui la plus grande peur restait l'inconnu. C'est à ce moment qu'une détective chevronnée, Christina Witt, a pris en main l'affaire. Forte de son expérience au service des enquêtes criminelles, Christina était connue pour sa détermination inébranlable et sa persévérance. Elle avait déjà permis d'envoyer de nombreux criminels dangereux derrière les barreaux, et elle était résolue à découvrir ce qui était arrivé à Shannon. Christina a décidé de reprendre l'enquête en commençant par réexaminer l'entourage immédiat de Shannon, car dans de nombreux cas similaires, la personne la plus proche de la victime est souvent impliquée. Joshua, le mari de Shannon, a alors retenu son attention. Âgé de 29 ans, Joshua semblait être une personne agréable et positive. Dès le début, il avait coopéré avec la police, autorisant 2 perquisitions à leur domicile, répondant volontiers à toutes les questions et se montrant très impliqué aux côtés de la famille de Shannon lorsqu'ils avaient signalé la disparition. Aux yeux de tous, Joshua faisait partie intégrante de la famille, et même après la disparition de Shannon, il avait maintenu des contacts réguliers avec ses proches, se réconfortant mutuellement dans l'espoir d'un dénouement heureux. Les membres de la famille de Shannon avaient tous la même réponse lorsqu'on leur demandait s'ils pensaient que Joshua pouvait être impliqué. Ils étaient convaincus qu'il ne ferait jamais de mal à Shannon. Ils refusaient de croire que cet homme, si proche d'eux et si attentif, pouvait avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de Shannon. Cependant, pour Christina, aucune piste ne devait être écartée sans une enquête approfondie. Sa détermination à découvrir la vérité allait révéler des aspects inattendus de cette tragédie. En discutant avec la famille de Shannon à propos de son mari, la détective Christina Witt a découvert un détail inattendu sur la vie conjugale des époux. Bien qu'ils aient été mariés depuis plus de 7 mois au moment de la disparition de Shannon, ce n'est que 6 mois plus tard que la détective a appris qu'ils avaient un mariage ouvert. Cette relation non traditionnelle permettait à Joshua et Shannon d'avoir des partenaires en dehors de leur mariage. Selon Joshua, c'est lui qui avait proposé ce format de relation, et Shannon l'avait accepté, bien qu'elle ne s'y investisse pas autant que son mari. La famille de Shannon était au courant de cet arrangement, mais tous croyaient que la relation du couple restait profondément aimante et sincère. Les relations extérieures semblaient être strictement physiques,
et n'affectait pas l'affection qu'ils se portaient l'un à l'autre. Le mariage ouvert était censé apporter de la variété à leur vie intime, en particulier pour Joshua, qui fréquentait activement d'autres femmes. Selon lui, il n'y avait jamais eu de désaccord significatif à ce sujet. Shannon connaissait même certaines des maîtresses de Joshua, les ayant rencontrées avec son consentement, et ces relations n'avaient jamais causé de conflits graves dans le couple. Pourtant, bien que tout cela ne paraisse pas particulièrement suspect aux yeux de la détective, l'existence d'un mariage ouvert et le comportement des jeunes époux faisaient naître des doutes chez beaucoup de personnes, laissant penser qu'il y avait peut-être un lien avec la disparition de Shannon. Christina commençait à soupçonner qu'il s'agissait d'un meurtre, et elle était sur la bonne voie. L'enquête a révélé que depuis leur mariage, Joshua avait eu environ 7 partenaires en dehors de son union avec Shannon. Toutes ces femmes ont été retrouvées sans difficulté et convoquées pour être interrogées. La dernière petite amie de Joshua a fourni des détails cruciaux. Elle avait continué à le voir même après la disparition de Shannon et a partagé des informations que les enquêteurs ignoraient. Elle a révélé que, peu de temps avant la disparition de Shannon, le couple traversait de sérieux désaccords. Shannon, de tempérament explosif, avait fini par remettre en question leur arrangement de mariage ouvert, décidant finalement qu'elle ne voulait plus de rendez-vous en dehors du couple. Joshua avait accepté de revenir à une relation traditionnelle, du moins jusqu'à ce qu'ils résolvent leurs difficultés. Cependant, une semaine plus tard, Shannon a découvert que Joshua avait toujours une relation avec une maîtresse qu'il devait normalement quitter. Elle l'a découvert parce que Joshua avait verrouillé son téléphone portable, une mesure inhabituelle pour le couple qui avait l'habitude de consulter librement les appareils de l'un et de l'autre. Sous la pression de Shannon, Joshua a fini par lui donner le mot de passe, et c'est là que Shannon a découvert des messages qui ont révélé la vérité. Au lieu de rompre avec sa maîtresse, Joshua avait décidé de la garder comme partenaire principal, reléguant Shannon au second plan. De plus, dans ses correspondances, Joshua affirmait qu'il envisageait de demander le divorce. Pour Shannon, cela a été ressenti comme une trahison inacceptable. Furieuse, elle a acheté le téléphone de Joshua et a pris plusieurs décisions importantes, notamment celle de déménager de Calgary à Edmonton pour s'éloigner de cette situation toxique. Au moment de sa disparition, Shannon préparait activement son déménagement. Bien qu'elle vivait encore avec Joshua, ils avaient organisé leurs horaires de manière à ne presque jamais se croiser, leur relation étant devenue extrêmement tendue, au bord de la rupture. Shannon continuait à se produire en tant qu'humoriste, travaillant souvent la nuit, tandis que Joshua avait un emploi du temps complètement différent. Ils vivaient sous le même toit, mais leur mariage était en train de s'effondrer, et la disparition de Shannon semblait maintenant inextricablement liée à cette situation de plus en plus explosive. Selon les résultats de l'enquête, les derniers jours de la vie de Shannon ont pris fin tragiquement le 27 novembre 2014. À partir de ce moment, toute activité sur ses comptes bancaires a cessé, elle a arrêté d'utiliser Internet et son téléphone portable a été déconnecté à midi. Cependant, un signal de son téléphone a été détecté dans une ruelle de la ville le lendemain matin, avant que Joshua ne déclare l'avoir retrouvé à la maison. Curieusement, quelques jours plus tard, Joshua avait également retrouvé la voiture de Shannon, mais il n'a jamais pu expliquer de manière cohérente comment il y était parvenu. Ces éléments ont commencé à paraître de plus en plus suspects aux yeux des nouveaux enquêteurs. Christina a décidé de convoquer à nouveau Joshua pour un entretien et a parallèlement demandé des mandats pour saisir son téléphone portable et sa voiture, car les soupçons de meurtre pesaient de plus en plus lourdement sur lui. Toutefois, les enquêteurs manquaient encore de preuves solides pour obtenir facilement ces mandats, rendant la décision du juge cruciale. Le 2 juin 2015, 7 mois après la disparition de Shannon, la détective Christina, accompagnée de plusieurs policiers, s'est présentée au domicile de Joshua avec les mandats en main. Lorsque les policiers ont frappé à la porte, Joshua n'a pas répondu immédiatement. Après une pause suspecte, il a finalement déclaré qu'il allait sortir sous peu. Son comportement agité à l'intérieur, la lenteur avec laquelle il répondait, tout laissait penser qu'il cherchait à gagner du temps pour cacher quelque chose. À travers la porte fermée, Joshua a expliqué qu'il cherchait son pantalon. Les policiers ont insisté pour qu'il ouvre immédiatement, mais le jeune homme semblait réfléchir, hésitant sur la marche à suivre. Soudainement, la situation a pris un tournant inattendu.
Joshua s'est mis à pleurer et a avoué qu'il avait tué Shannon. Les policiers ont finalement réussi à le persuader d'ouvrir la porte. En entrant, la détective a découvert Joshua en sous-vêtements et éclaboussé de sang. Sur le sol à côté de lui se trouvait un couteau militaire ensanglanté avec lequel il s'était entaillé le cou, dans une tentative apparente de suicide. Joshua a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont constaté qu'il n'avait pas touché d'artère vitale, bien qu'il ait perdu une quantité importante de sang. Ses blessures ont été suturées et sa vie n'était plus en danger. Une expertise psychiatrique a été ordonnée pour évaluer le degré de dangerosité de Joshua pour lui-même et pour autrui. Cependant, une fois dans la salle d'interrogatoire, il a refusé de parler, se contentant de dire que s'il avait pu revoir Shannon en vie, il lui aurait avoué son amour. Joshua a passé la nuit en détention, tandis que la police poursuivait la fouille de la maison avec des chiens de recherche spécialisés. Le lendemain matin, les enquêteurs ont découvert un corps enterré dans la cour de la maison de Joshua. Le corps a été exhumé et identifié comme celui de Shannon. Cette découverte a fourni enfin les preuves tangibles nécessaires pour porter des accusations formelles contre Joshua. Cependant, les enquêteurs voulaient entendre directement l'histoire du meurtrier pour comprendre ce qui s'était réellement passé entre Shannon et Joshua et comment Shannon avait trouvé la mort. Pour l'interrogatoire, ils ont fait appel à l'un des meilleurs experts dans ce domaine. Finalement, Joshua a commencé à parler le deuxième jour après son arrestation. Bien que ses aveux initiaux et la découverte du corps de Shannon suffisaient largement pour le condamner, ses déclarations étaient cruciales pour apporter un semblant de clarté et de vérité à la famille de Shannon, leur permettant de connaître les derniers instants de leur fille et d'apprendre ce qui avait véritablement mené à sa disparition tragique. Selon Joshua, le jour de la disparition de Shannon, il était rentré à la maison et l'avait trouvée assise sur le canapé, manifestement contrariée. Shannon l'a immédiatement accusé d'infidélité, le traitant de traître et exprimant sa colère de manière véhémente. Elle a perdu le contrôle et lui a lancé de nombreuses insultes cinglantes. Joshua, incapable de supporter ses paroles, a tenté de la faire taire en lui couvrant la bouche avec sa main. Shannon a réagi en le mordant et a continué à l'insulter, affirmant qu'elle trouvait ses caresses répugnantes. En colère, Joshua a perdu son sang-froid, attrapant Shannon par le cou et la serrant jusqu'à ce qu'elle cesse de montrer des signes de vie. Pris de panique, il a essayé de lui prodiguer les premiers soins, mais il était déjà trop tard pour appeler les secours. Lors de son récit, Joshua s'est montré très émotif, pleurant et exprimant son repentir pour ce qu'il avait fait. Il a décrit un grand soulagement après avoir avoué, ayant porté ce mensonge en lui pendant 8 longs mois. Cependant, cet aveu ne pouvait justifier ses actions criminelles. Pendant tout ce temps, le corps de Shannon se trouvait dans la cour de leur maison, caché sous le nez des enquêteurs. Malgré 2 perquisitions, les policiers n'avaient pas fouillé les conteneurs de stockage à l'arrière de la véranda, dissimulés parmi des sacs poubelles pour éviter d'attirer l'attention. 2 semaines seulement avant son arrestation, Joshua avait enterré le corps de Shannon dans la cour, déclarant qu'il avait choisi cet endroit pour garder sa femme bien-aimée proche de lui. Joshua a été inculpé de meurtre au 2e degré. Pour la famille de Shannon, l'horreur de découvrir ce qui s'était réellement passé a été accablante. Ils ont été choqués d'apprendre que le meurtrier avait été parmi eux tout ce temps, prétendant aider activement aux recherches de Shannon. Encore plus troublant, Joshua n'avait même pas tenté de dissimuler les traces du crime. Il semblait toujours attaché à Shannon jusqu'à son arrestation. Après la découverte du corps, Shannon a enfin pu être enterré dignement, offrant à ses proches une forme de clôture après des mois d'incertitude et de douleur. 2 ans après la disparition de Shannon, le procès de Joshua a eu lieu, attirant l'attention des médias et du public. Joshua risquait la réclusion à perpétuité, mais il a plaidé coupable de meurtre au 2e degré. Il a été prévu que Joshua pourrait obtenir une libération conditionnelle après seulement 10 ans. Lors des entretiens avec les enquêteurs, de nombreux détails litigieux ont été clarifiés, et l'odieux crime a été révélé en détail. Joshua a admis que lorsqu'il était rentré à la maison et que la dispute avait éclaté, il avait proposé à Shannon de se réconcilier par le sexe. Shannon a rejeté sa proposition, continuant à l'insulter et à le critiquer. La remarque finale qui a poussé Joshua à bout
a été lorsque Shannon a exprimé des regrets d'avoir épousé quelqu'un comme lui. Dépassé par la colère, Joshua s'est jeté sur elle et a commencé à l'étrangler. Quand ses mains ont faibli, il a utilisé sa ceinture pour achever son geste. Conscient de ce qu'il avait fait, Joshua a fabriqué un cercueil improvisé à partir d'un conteneur en plastique qu'il a gardé dans sa cour jusqu'au printemps, attendant que la terre dégèle pour pouvoir l'enterrer. Les policiers ont découvert le corps de Shannon avec des signes évidents de décomposition avancée, malgré le ralentissement du processus dû aux basses températures extérieures. L'expert légiste a confirmé que Shannon avait été étranglée, corroborant les aveux de Joshua. Aucune autre blessure n'a été relevée. Bien que Joshua se soit montré repentant et ait coopéré en avouant ses actes, il a refusé de rendre ses déclarations publiques et de comparaître au procès, ce qui a été perçu par la famille de Shannon comme un acte de lâcheté. Les procureurs et la famille de Shannon ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Joshua avait caché les preuves et continué à mener sa vie comme si de rien n'était, espérant échapper aux poursuites et aux conséquences de ses actes. Son avocat a plaidé en faveur de son repentir, soulignant sa tentative de suicide lorsque les enquêteurs étaient arrivés à son domicile. Finalement, le juge a condamné Joshua à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans, une sentence qui a laissé la famille de Shannon insatisfaite. Pour eux, la conduite déplorable de Joshua et ses mensonges avaient causé cette tragédie. Ils se sont sentis trahis d'avoir accueilli quelqu'un de si dangereux dans leur cercle proche. Avec la possibilité pour Joshua de demander une libération conditionnelle dans un avenir proche, la famille de Shannon se prépare à assister aux audiences pour s'assurer que le danger potentiel qu'il représente soit bien pris en compte. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.